Donc c'est la suite, nous sommes en direct, il est 10h tout pile, nous aurons une pause d'ici une quinzaine de minutes, mais nous allons parler chiffres ensemble avec Christophe Tardy. Bonjour. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Directeur général France et Benelux de Morningstar. Donc 2022 a été une année particulièrement difficile, on a connu un contexte qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, pour orienter les flux d'investissement de finances durables aujourd'hui ? Alors oui, 2022 a été une année difficile sur les marchés. Et du coup, ce que l'on voit, c'est que la priorité change un peu. Aujourd'hui, les sociétés de gestion ont intérêt à se concentrer sur la distribution, justement, pour essayer d'attirer les investisseurs. Et l'idée, elle est la suivante, c'est est-ce que le fait d'avoir des fonds ESG, des fonds durables, est un attrait pour l'investisseur? Bon, là, la réponse, elle est assez simple et on va le voir avec des chiffres. Et du coup, j'ai même le droit à des slides puisque, en fait, pour les chiffres, ça sera plus simple. Juste un petit mot quand même parce qu'on a eu un peu les oreilles qui sifflaient. Donc, Morningstar, c'est la société qui a racheté Sustainalytics maintenant en juillet 2020, donc il y a un peu plus de 2 ans. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Sedbon sur l'inflation des coûts, mais juste une petite précision, il y a 6-7 ans, on donnait peut-être même pas la moitié de toutes les données. Donc on a des données climat, on a des données sur l'environnement, sur les sociétés, et tout ça, ça n'existait pas. Donc il faudrait peut-être voir à périmètre constant. Après, sur le fait que nous soyons une société anglo-saxonne, ça, c'est vrai. Mais pour Sustainalytics, il y a 73 personnes aux États-Unis uniquement sur les 1900 personnes et plus de la moitié dans l'Union européenne. Donc, on reste quand même bien implanté en Europe et notamment à Amsterdam. Donc, on a beaucoup d'analystes puisque c'est ce que disait Mathilde Dufour aussi. C'est important d'avoir des personnes pour comprendre l'information. Et on a plus de 600 analystes et la quasi-totalité sont hors des États-Unis. Voilà, juste un petit point. Je suis désolé, mais je pensais que c'était important de répondre. Donc sur les chiffres, est-ce que l'ESG est un facteur d'attrait ? Peut-être juste revenir sur la définition. Justement, oui, allez, on va revenir sur la définition de fonds durables et ça vous donne aussi une idée des différentes datas qu'un data provider peut fournir. Donc on va d'abord collecter les labels. Donc ça, forcément, c'est le point qui peut différencier un fonds durable d'un fonds qui ne l'est pas. Donc label ISR en France, bien sûr, ça représente à peu près 1200, 1300 fonds aujourd'hui. Et là, l'avantage, c'est que c'est donné par une autorité différente, enfin par une société différente. Il y a ensuite les données déclarées, donc déclarées par la société de gestion. Donc ce sont les classifications SFDR, mais ce sont aussi le fonds est à impact, le fonds va faire des exclusions. Et puis le troisième niveau, ce sont des données que Morningstar va calculer ou va analyser. Donc on va aussi calculer donc les PAI, par exemple, pour avoir une méthodologie qui soit globale sur l'ensemble des fonds. On va calculer aussi, toujours à partir des données Sustainalytics et des inventaires des portefeuilles, donc une note de ESG rating et ainsi de suite, donner des globes, enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis aussi, on a les analystes de données qui vont regarder les prospectus et voir si la société s'engage vraiment sur le fond à avoir un investissement durable. Et donc là, on a un indicateur sustainable, yes or no. Donc ça, c'est encore un moyen que l'on donne à nos utilisateurs. Précis, complet. Voilà. Et puis ça nous permet justement d'introduire les chiffres. Mais au début, on va donc utiliser cette classification article 8, article 9. Donc classification qui a été un peu détournée. Je reprends Mathilde Dufour aussi qui disait que ça devenait presque un label. Elle a tout à fait raison, hein, c'est pas un label du tout, même si ça tend à être utilisé par l'industrie comme un label maintenant assez simple. En tout cas, ce que l'on voit en termes de chiffres, c'est qu'on a ici, on a enlevé les fonds monétaires parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'il y a 120 fonds monétaires qui sont article 8 et 2 qui sont article 9 simplement. Mais donc donc on a enlevé la classe fonds monétaires et donc on a à peu près 38%
des fonds qui sont article 8 ou 9. Donc vous voyez 4,3 et 33% respectivement pour article 9 et article 8. Et en nombre, au contraire, c'est différent. En encours, excusez-moi, c'est différent. Cette fois-ci, on dépasse les 50% des fonds vendus en France, donc des fonds européens, qui sont article 8 ou article 9. Voilà pour la part des fonds. La part des fonds. Et sur la collecte. Et la collecte, c'est ça aussi qui est important. Donc la collecte, ici, on a pris sur les fonds article 8, article 9, article 6. Donc 2021, on voit bien que tous les fonds ont collecté. Début 2022, on a certes une baisse importante des fonds, enfin de la collecte, mais ce que l'on voit surtout deuxième trimestre et troisième trimestre 2022, c'est que ce sont uniquement les fonds article 9 qui ont collecté. Donc là, on voit véritablement un attrait de cette classe, de cette catégorie article 9. Et les chiffres en octobre représentent tout à fait ce qui s'est passé au troisième trimestre 2022. Donc article 9, les seuls à collecter. Et en novembre, cette fois-ci, on a un retour de collecte, cette fois-ci sur les 3 types de fonds. Donc ça, c'est important en termes de, je dirais, en montant des encours collectés. Mais si on regarde en pourcentage, c'est encore plus important puisque on a vu tout à l'heure que les fonds article 9 représentaient uniquement 5% des encours. Donc du coup, ici, on voit que la croissance, cette fois-ci, la croissance organique, elle est certes beaucoup plus élevée sur les fonds article 9, où donc là, on voit que à part 1 ou 2 mois, sur les 18 derniers mois, on a vraiment une collecte importante autour de 2% minimum, 3 voire 4% sur les fonds article 9. Donc très clairement, il y a un attrait des investisseurs pour les fonds article 9. Et article 8 aussi. Et qui ne s'est pas démenti en dépit du rétro-pédalage, si je puis dire, qu'il y a eu au dernier trimestre. Vous l'avez évoqué. Non, un peu plus sur les articles 8, mais en tout cas sur les articles 9, pas du tout. Et ce, même si ces fonds sont plus chers, puisque c'est aussi ce que l'on peut voir, si on peut changer de slide. On a fait ça c'était sur les encours. Donc juste pour vous montrer l'évolution des encours. Donc tout à l'heure on voyait le dernier bâton, donc au troisième trimestre 2022, mais donc on voit bien les encours qui ont évolué et donc la part de plus en plus importante des fonds article 8 et des fonds article 9. On est toujours hors monétaire là ici. Donc ce que je disais sur les frais, c'est que ici j'ai pris juste une catégorie qui est une catégorie action eurozone large cap comme exemple, mais donc ça permet d'illustrer donc là on a pris aussi, excusez-moi, il faut que j'explique un peu plus, cette fois-ci on est revenu sur l'indicateur dont je parlais, fonds durable oui ou fonds durable non, donc indicateur qui est donné par les équipes de Morningstar. Donc premier constat, c'est qu'il y a un écart très important, à peu près 0,9% entre les fonds actifs et les fonds passifs, ETF. Et puis d'autre part, qu'on a un surcoût de l'ESG dans les fonds qui se déclarent ESG, donc que ce soit sur les ETF ou que ce soit sur les fonds actifs. Donc très clairement, pour une société de gestion, avoir des fonds article 8, avoir des fonds article 9, c'est un attrait pour les investisseurs. Et donc ça permet justement de pouvoir collecter. Donc les sociétés de gestion l'ont compris. Les sociétés de gestion l'ont compris, et c'est ce qu'on voit avec le nombre de fonds qui ont été créés sur les derniers mois. Donc là, ce que l'on voit aussi, c'est que 2020 et 2021 ont été une année importante en termes de création de fonds. Donc on voit 523 fonds en 2021. Donc ça, ce sont les fonds commercialisés en France, donc lancés depuis 2020. Donc on triche un peu, parce qu'on calcule, en 2020, il n'y avait pas de fonds article 8, mais on a pris les fonds article 8 au article 9 au 31 décembre 2022. Et donc, vous voyez qu'au contraire, en 2022, on a eu moins de fonds créés. En revanche, la proportion de fonds article 8 et article 9 créés sur cette année-là est beaucoup plus importante, puisqu'on arrive à 65% des fonds lancés qui sont des fonds article 8 et article 9. Voilà, donc un vrai engouement des sociétés de gestion pour la
création ou pour la modification en tout cas des fonds afin qu'ils deviennent article 8, article 9, malgré, je dirais, certains vents contraires. En tout cas, c'est quelque chose qui va attirer les investissements. Donc justement, les vents contraires, c'est ce que nous allons aborder maintenant. Quelles sont les menaces qui touchent les investissements durables? Alors, on voit des menaces, donc peut-être, je dirais, plus aux États-Unis. Il y a déjà un rejet politique. Donc en Floride, par exemple, l'État de Floride a retiré 2 milliards de dollars d'encours sur les fonds BlackRock pour, en fait, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique ESG de cette société. On voit que Vanguard aussi, en décembre, a quitté l'initiative pour le climat, l'Alliance pour le climat, donc afin d'éviter justement ce rejet politique. Donc ça commence à avoir un vrai impact, je dirais, aux États-Unis pour le moment. Sachant que tous les États ne sont pas similaires à la Floride. Tous les États ne sont pas similaires, mais bon, ça fait quand même un grand morceau. Quelques États importants. Je crois qu'il y a 8 États déjà qui ont suivi ce rejet politique. En plus, on a un changement de priorité. On parlait de la transition énergétique. Aujourd'hui, la sécurité énergétique est peut-être ce qui pousse, ce que veulent pousser les gouvernements le plus possible. Le greenwashing aussi. Donc, on passe, je dirais, d'une mauvaise pratique marketing avec un risque de réputation à, pour les sociétés, un risque juridique. Donc, on voit des perquisitions chez DWS. Et puis, donc, du coup, ce greenwashing est un risque pour la société de gestion, mais c'est aussi quelque chose qui va déboussoler les investisseurs. Ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que c'est vrai? Donc ça peut être aussi un souci pour ces fonds qui se disent ESG. Donc il faudra vraiment faire attention à la transparence. Exactement, Caroline. Et puis, un point encore plus important, puisque, comme le disait Philippe Sedbon, les sociétés de gestion ont pour but principal quand même de faire fructifier l'argent des épargnants, c'est la sous-performance des investissements ESG en 2022. Ici, j'ai pris la différence entre deux indices Morningstar Action Europe. L'un est ESG et l'autre est son équivalent non ESG, enfin peut-être l'inverse, non ESG et ESG. Et là, on voit que sur l'année 2022, on a quasiment 5% de sous-performance pour la partie ESG. Donc quelque chose qui est important et que l'on va retrouver sur les fonds. Donc j'ai pris sur le slide suivant 3 catégories de fonds représentatifs. Donc les obligations européennes, les actions Europe Mid Small Cap et les actions Europe Large Cap. Et donc là, on voit donc en 2019, les catégories délivraient à peu près les mêmes performances, quelles que soient les classes d'actifs, avec quand même, je dirais, les fonds article 6 un peu en retrait. En 2020, là, et notamment pour les actions, la partie article 6, et surtout pour les actions Europe Large Cap, très différente. 2021, toujours un avantage, je dirais, aux articles 8 et aux articles 9, mais 2022, au contraire, on voit bien que sur ces 3 classes d'actifs, on a une sous-performance importante des articles 9. Donc ça a été, c'est quelque chose dont il faut faire attention, puisque les investisseurs vont aussi, et bien sûr, regarder la performance. Ça les aider aussi à dépasser cette performance de court terme, de pouvoir se projeter aussi. C'est toujours effectivement un investissement de long terme que l'on recommande de regarder, mais malgré tout, on sait bien, on comprend bien le comportement des investisseurs. Donc un autre, le déclassement, on l'a. Oui, alors le déclassement, donc je dirais que peut-être que le vent contraire, c'est pas tellement le déclassement, c'est surtout le règlement incertain. On en a déjà parlé ce matin, le règlement est incertain, peut-être pas dans le bon timing aussi. Peut-être qu'il aurait fallu avoir déjà les informations avant de mettre en place les... donc, on a en tout cas vu chez nous quelque chose d'important. Donc, en termes de nombre de fonds, pour le moment, on n'a que 71 fonds article 9
sur 1076 qui ont été déclassés par les sociétés de gestion depuis octobre 2022, donc au moment où il y a eu des nouveaux RTS qui ont été divulgués, donc avec des attentes plus importantes sur les articles 9. Mais on s'attend quand même à 120 milliards d'encours reclassés en Europe, donc avec les principales sociétés de gestion. Et on a une étude Morningstar qui a été faite au dernier trimestre 2022. Et on considère qu'avec les nouvelles exigences sur l'article 9, on considère qu'il n'y aurait que 5% des fonds, donc uniquement 5% du nombre de fonds article 9 qui pourraient le rester. Donc vraiment quelque chose qui pourrait déclasser de façon très importante, sauf si la réglementation évolue un peu. Mais en tout cas, si on prend vraiment la réglementation à la lettre, c'est ce qui devrait arriver. Donc vraiment, attention, est-ce qu'il va y avoir encore des fonds article 9 ? On avait vu Mirova qui disait il se pourrait qu'il n'y en ait plus du tout. C'est un risque. Et un dernier point. Et puis, donc, le manque de standardisation des informations ESG clés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important, le manque de clarté. Tout à l'heure, Guillaume David parlait aussi de MiFID. Moi, j'ai eu une expérience avec une banque belge qui me disait qu'ils avaient mis en place donc le questionnaire MiFID pour évaluer le profil ESG. Et donc, ils étaient assez surpris du résultat parce qu'il y avait quasiment aucune personne qui souhaitait investir dans l'ESG. Et en fait, ils ont fait des écoutes et les conseillers disaient « Si vous me dites que vous voulez de l'ESG, je pourrais rien vous vendre ». Je ne suis pas sûr que ça soit le but de la réglementation, mais en tout cas, c'est un problème aussi. C'est un bon retour terrain. On parlait du retour terrain. Je ne sais pas si l'AMF est toujours là, mais il est important en tout cas de le signaler. Simplement, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une couverture de plus en plus large en termes d'informations. Donc on collecte de nombreuses informations via les EET, donc European ESG Template de la part des sociétés de gestion. Donc là, vous voyez la couverture qui augmente et surtout une couverture extrêmement large au niveau des articles 9, article 8, donc autour de 83%. Mais si on récupère les informations, l'interprétation qui est donnée par les sociétés de gestion peut être assez différente. Et là, j'ai voulu prendre un exemple sur le prochain slide de la déclaration en octobre, cette fois-ci, de différentes sociétés qui suivent un indice identique, on peut dire. Et donc là, elle déclare pour UBS avoir 80% d'investissement durable minimum, donc c'est un ETF sur le même indice, alors que l'iShares ou Amundi ou HSBC vont déclarer 10 ou 20%. Donc ça, c'était en octobre. Heureusement, on voit un alignement, puisque ce que j'ai vu en décembre, c'est que maintenant, UBS est à 20%, et au contraire, iShares est remonté à 25%. Donc on a vraiment un alignement sur ces ETF ou fonds passifs qui répliquent un indice identique. Donc là aussi, une bonne nouvelle. Des balbutiements, je dirais, dans la compréhension de la réglementation, mais qui s'harmonisent aujourd'hui, heureusement. Très bien. Un dernier mot, pardon, pour conclure. Oui, j'ai déjà dépassé mon temps, je suis désolé. Donc, on va très vite. Donc en tout cas, en termes de conclusion, l'ESG reste attractif. Chez Morningstar, on a aussi étudié les différents facteurs d'attrait pour un fonds. Et bien sûr, ça dépend des catégories. Ici, je vous ai mis les différents points de données pour la catégorie Action Europe, et on voit que l'ESG est ce qui explique le plus la collecte d'un fonds, donc ça représente à peu près 12% de cette collecte. Au contraire, bien sûr, on parlait de performance. La performance que l'on voit ici avec la notation 1 étoile simplement, ça va avoir un effet négatif sur la collecte des fonds. Donc voilà, l'ESG reste attractif, c'est bon pour la société de gestion, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la société au sens large. Donc il faut bien sûr continuer à aller dans ce sens. Merci beaucoup, Christophe Tardy. Merci à vous. Directeur général.
As sustainable investing becomes mainstream, there is now greater demand from investors for more clarity on the environmental, social, and governance, or ESG, aspects of their investments, as well as increased regulatory pressure for standard ESG reporting. Morningstar has listened to investors and carefully considered the industry's ESG investing needs. We've made significant investments to develop our data, research, ratings, and customized reporting solutions, so you can create best-in-class communications that distill the complexities of ESG into clean and clear visuals. Investors can quickly assess whether an investment or portfolio holdings are exposed to material ESG factors, controversial areas, or impacts to a cause, to build stronger portfolios for long-term growth. Morningstar is founded on empowering investor success. Discover cases.